Mag Emploi. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet. Nous allons parler de comment gérer une période de crise dans une entreprise. À cet effet, nous recevons sur notre plateau M. Moussa Diakité. Bonjour M. Diakité. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir encore pour la énième fois à Mag Emploi. C'est partagé. Donc, M. Diakité est diplômé en audit interne et MBA Finance. Il est expert en gouvernance, management des risques et contrôle. Il est aussi le président de l'Association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali. C'est ça? C'est bien ça. D'accord. Donc, M. Diakité, aujourd'hui avec vous, nous allons parler de la gestion de crise dans une entreprise. Donc, la première question pour vous, c'est quoi une crise dans une entreprise? Merci de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe de Maga Emploi et à Joliba TV qui sert de relais pour la diffusion de cette émission qui a un grand impact au niveau des téléspectateurs. La notion de crise a été traitée par plusieurs auteurs. Il y a plusieurs définitions de la crise en entreprise. Je vais faire l'économie de ces définitions. Et pour aller dans une définition plus globale qui est celle d'un auteur très célèbre, Christophe Roux-Dufort, il dit que la crise, c'est d'abord un processus. Quand il y a crise dans une entreprise, c'est un processus qui active et met en résonance une série de dysfonctionnements préexistants et ignorés. Ça veut dire que la crise ne vient pas du néant. C'est des choses qui sont latentes dans l'entreprise et un jour qui vont se révéler et qu'on n'arrive pas à gérer. Ça initie un mouvement dans lequel plusieurs parties prenantes et enjeux familiers et étrangers s'entrechoquent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'antagonisme, d'incompréhension, etc. Et ça met en faillite temporairement ou définitivement la capacité de l'organisation à appréhender, traiter et contrôler les événements émergents dont les conséquences peuvent être très graves parce que ça peut affecter la stratégie et la survie de l'entreprise, le comportement et l'existence des membres de l'organisation et des parties prenantes impliquées. Donc la crise, c'est quelque chose d'inattendu, d'ambigu et qui déjoue le fonctionnement normal de l'entreprise. D'accord. Quels peuvent être les différents types de crises qu'on rencontre très souvent dans les entreprises? Dans les entreprises, de manière générale, on peut avoir ce qu'on appelle une crise financière, pas forcément dans les entreprises, mais dans le monde entier. On peut avoir, c'est la typologie des crises. Il y a les crises financières. Okay. Vous avez des crises opérationnelles qui sont liées à un process qui ne marche pas bien. Ça peut être au niveau des ressources humaines, ça peut être au niveau des appros, ça peut être au niveau de la logistique. Vous avez des crises sociales qui se traduisent généralement par des grèves. Voilà. Il y a la crise judiciaire qui se traduit par des séries de procès, etc., à l'encontre de l'entreprise. Il y a la crise internationale qui affecte toutes les entreprises, par exemple Covid, crise sanitaire, mais crise internationale aussi. Et il y a aussi la crise de réputation qui, semble-t-il, est la crise la plus grave parce que ça touche à la réputation et à l'image de l'entreprise. Chacune de ces crises a sa façon d'être appréhendée et traitée. Ok, comment est-ce qu'on identifie une situation de crise dans une entreprise? La situation de crise dans une entreprise, disons qu'il y a 3 facteurs qui sont les ingrédients pour aller dans une situation de crise. Comme on l'a dit, c'est un processus. Donc, il y a des inputs et l'output, c'est la crise en fait. Donc, ces inputs-là, c'est 3 facteurs. Il y a un premier facteur qu'on appelle la convergence. On va voir ce que c'est que la convergence. Le deuxième facteur, c'est le dérèglement, c'est-à-dire que les solutions habituelles ne marchent plus, les processus habituels sont en panne, et il y a la remise en cause. Comment se traduit la convergence? C'est-à-dire que quand l'entreprise est en crise, c'est plusieurs acteurs qui vont s'intéresser à cette entreprise. L'entreprise sera sous le feu des projecteurs, et les médias en parlent, etc., dans les réseaux sociaux. Il y a une grande quantité d'informations qui circulent au sein de l'entreprise, on va dire qui gravitent autour de l'entreprise, et il y a une pression excessive, inhabituelle et permanente sur les dirigeants, cette pression réduit leur marge de
de manœuvre. Et dans cette phase de convergence, on a certaines caractéristiques. C'est-à-dire, c'est d'abord la difficulté à cerner les problèmes, la rigidité dans le jugement et le fait qu'on dénie la réalité. C'est-à-dire que le déni de la réalité, c'est qu'on n'accepte pas qu'on est en crise. Parce que c'est pourquoi on dit que la décision la plus difficile à prendre en situation de crise, c'est celle d'accepter qu'on est en situation de crise. Donc on nie qu'on est en crise. Et une autre caractéristique de cette phase de convergence, c'est le recours souvent abusif à des experts. Et quand une entreprise est en crise, tout le monde devient expert de cette entreprise. Tout le monde en parle sans avoir forcément les capacités. Il y a la temporalisation aussi. On évite de décider parce que tout devient ambigu. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent, etc. Et une dernière caractéristique, c'est la décision de ne pas décider. Ça, c'est la convergence. Ensuite, après cette phase, il y a une phase de dérèglement, c'est-à-dire que la mise en échec des modes de régulation de gestion conventionnels, c'est-à-dire rien ne marche. Okay? Et on a l'impression que c'est toute l'entreprise dans son entièreté. Rien ne marche, les procédures ordinaires ne marchent pas, on a des problèmes de finances, des problèmes de RH, des problèmes logistiques, des procès, etc. Donc, rien ne marche et on a l'impression que le sort s'acharne contre l'entreprise. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est la remise en cause. C'est-à-dire que on va se poser la question de la légitimité même de l'entreprise. Okay. Est-ce que cette entreprise, on ne doit pas la dissoudre? Est-ce que cette entreprise, on ne doit pas changer les dirigeants? Est-ce que cette entreprise, on ne doit pas faire un audit, on ne doit pas la mettre sous administration provisoire, etc. Une entreprise en crise est une entreprise douteuse, c'est-à-dire il y a beaucoup d'appréhension par rapport à cette entreprise. Okay? Elle est frappée d'emblée du sceau de la suspicion, c'est-à-dire tout le monde pense que l'entreprise en crise, c'est parce que les gens ne sont pas honnêtes, c'est parce que les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est les caractéristiques de la crise. Donc, pour résumer, les ingrédients de la crise, c'est au nombre de 3. Il y a la convergence où l'entreprise va être sous le feu des projecteurs. Il y a le dérèglement, c'est-à-dire que le mode normal n'est plus efficace. Et troisièmement, il y a une remise en cause de la légitimité même de l'entreprise ou de ses dirigeants. Donc ces situations montrent qu'on est en plein dans la crise. Ok, mais est-ce que c'est obligatoirement ces trois situations-là qui montrent ou bien ça dépend aussi du type de crise? Ces étapes-là sont des étapes d'une crise, c'est-à-dire que le temps entre la convergence et le dérèglement peut être différent, peut être plus ou moins long d'une entreprise à une autre, mais ces trois ingrédients forment la crise. Il faut ces trois éléments-là. D'accord. Quels sont les outils de gestion de crise en entreprise? En entreprise, pour gérer la crise, on a plusieurs outils. Le premier de ces outils, c'est la cellule de crise. Okay. Cette cellule de crise doit être mise en place. En tout cas, doit être prévue avant la crise. Ce n'est pas au moment de la crise qu'il faut penser à une cellule de crise et à son fonctionnement. C'est avant la crise qu'on doit penser à une cellule de crise et voir comment elle doit fonctionner. Maintenant, lorsque la crise est là, il faut activer cette cellule de crise et cette cellule de crise va mettre en place un plan de gestion de la crise et ensuite il y a une communication de crise qui doit se faire sur la base de ce plan-là. Donc les principaux éléments, c'est d'abord la cellule de crise, le plan de gestion de la crise ou ça peut être même un plan de continuité d'activité, ça dépend de l'ampleur de la crise et une communication de crise. Ces trois éléments vont être déclinés en activité et c'est ce qui va permettre de gérer la crise. Ok, vous avez mentionné tout à l'heure dans vos propos la gestion de crise. C'est quoi la gestion de crise? La gestion de crise, c'est d'abord d'accepter qu'on est en crise et que les instruments traditionnels ont montré leurs limites. Si les instruments traditionnels ont montré leurs limites, il faut un plan. Okay. Ce plan-là doit être fait avec tous les acteurs. Okay? Et comment gérer une crise? Au niveau
quand on met la cellule de crise en place, ce qu'il faut éviter, c'est de tout de suite vouloir situer les responsabilités, de trouver les causes et les sources de la crise. Parce que comme on l'a dit, la crise c'est quelque chose d'inattendu, d'ambigu. Donc on gagne moins en s'appétisant sur qui est coupable. Il ne faut pas chercher le coupable dans une crise, en tout cas pas a priori. Okay? On doit se focaliser sur quelles sont les actions à mettre en place pour pouvoir gérer la situation de crise. Donc on ne doit pas se focaliser sur parce que quand on culpabilise les gens, ça nous met en retard par rapport à la gestion de crise. Donc la cellule de crise va produire un plan qui va être validé. Et un autre aspect, il faut que toutes les parties prenantes soient impliquées dans la crise, dans la gestion de crise. Dans une émission précédente, on a parlé des parties prenantes, les stakeholders, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, la communauté, etc., l'État. Tous ceux qui ont un intérêt, aussi minime soit-il, dans l'entreprise, doivent être concernés par la crise. Parce que la crise frappe toutes ces parties prenantes-là. Et si une partie prenante a l'impression que sa préoccupation n'est pas prise en compte, elle va développer des actions qui vont envenimer la crise. D'accord. Voilà. Okay. Maintenant, quelles sont les étapes clés pour gérer une crise efficacement? La gestion de crise, c'est 3 étapes. Okay? C'est d'abord avant la crise, pendant la crise et après la crise. D'accord. Avant la crise, bon, commençons par pendant la crise, ça va être plus logique. Pendant la crise, il faut 3 éléments. Le premier, c'est l'engagement de tous les acteurs. Il faut que tous les acteurs soient engagés à vouloir sortir de la crise. C'est la première des choses. S'il y a dans une situation de crise, si les personnes ne sont pas engagées, on ne s'en sortira pas. Il faut que tout le monde soit engagé à sortir de la crise. Deuxièmement, il faut la confiance. Il faut que les acteurs se fassent confiance. Parce que la crise rime très souvent par une rupture de confiance entre les acteurs. C'est-à-dire qu'il y a de la suspicion, il y a beaucoup de choses. Les acteurs ne se font pas confiance. Si vous ne vous faites pas confiance, vous ne pouvez pas continuer à travailler. Il faut un minimum de confiance pour pouvoir continuer à travailler. On le dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais il faut un minimum de confiance dans la collaboration. Et le troisième élément, il ne faut surtout pas arrêter de communiquer. Il faut communiquer, il faut faire suffisamment de réunions. Et c'est le paradoxe, hein. On pense que quand on est en situation de crise, il faut seulement agir. Mais il faut surtout réfléchir avant d'agir. Donc, ces 3 éléments conditionnent la réussite de la gestion de la crise. L'engagement des acteurs, le fait de se faire confiance, le fait de communiquer. Et comme je l'ai dit tantôt, il faut éviter de s'appesantir sur les responsabilités, les causes ou les sources de la crise. Car dans une crise, tout est ambigu. Okay? Rien n'est clair dans une crise. C'est après qu'on peut savoir vraiment les vraies causes, etc. On peut faire le bilan. Donc, ça c'est pendant. Avant la crise, il faut se préparer. Okay? Il faut se préparer parce que la crise, c'est un risque. Okay? Un risque, c'est la probabilité de survenance d'un événement qui peut avoir des conséquences négatives sur l'atteinte des objectifs. Donc, la crise est un risque qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut avoir une cartographie des risques, il faut avoir un dispositif d'alerte, il faut avoir des éléments qui puissent nous alerter. Attention, si on ne fait pas attention, si on ne s'y prend pas garde, on n'y prend pas garde, on va entrer dans la crise. C'est un dispositif d'alerte, c'est comme on appelle un dispositif qui permet de déclencher l'alarme parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de fumer. Donc, il faut un dispositif d'alerte. Il faut organiser la cellule de crise. Il faut avoir qui doit faire partie de cette cellule de crise, comment la cellule de crise doit travailler, elle doit se réunir à quelle fréquence, quel est le mode opératoire. Tous ces éléments doivent être mis en place avant la crise. Parce que quand on est dans la crise, c'est difficile d'avoir tout le discernement nécessaire et le temps disponible, parce que la crise exige des actions urgentes. Et troisième élément pour préparer la crise, c'est la formation. Il faut que les gens, à commencer par les dirigeants, soient formés à gérer une crise. Okay? Donc, il faut dérouler tout
tout un plan de formation pour gérer les crises, comme ça, quand la crise vient, on n'a pas de temps d'apprentissage. Okay? On exécute ce qu'on a appris comme on appelle auparavant. Et après la crise, ce qu'il faut faire, c'est faire le bilan. Le bilan. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il faut un retour d'expérience parce que les crises sont utiles. Hein. Les crises sont utiles parce que ça nous permet de connaître, d'apprendre de la gestion d'entreprise. Voilà, on a tiré beaucoup de leçons de la crise sanitaire Covid. On a tiré beaucoup de leçons des crises financières, etc. Donc, il faut faire le bilan. Il faut surtout tirer les leçons et se prémunir contre d'autres crises. Parce que malheureusement, les crises sont cycliques. Ça vient selon un cycle bien déterminé, même si ce n'est pas de la mathématique pure et dure, mais les crises sont cycliques. Ça vient, voilà, selon une fréquence bien déterminée. Voilà. Okay. D'accord, mais est-ce que, parce que tout à l'heure vous allez mentionner que pour pouvoir aussi faire face à la crise, à la gestion de la crise, il faut savoir aussi anticiper aussi la crise. C'est ça. Mais est-ce que ça ne dépend pas aussi du format aussi de l'entreprise, de la taille aussi de l'entreprise? Une petite entreprise, est-ce qu'elle peut avoir l'idée tout de suite de pouvoir mettre en place une cellule de crise pour pouvoir anticiper les crises et tout? Est-ce que ça ne relève pas plus de grandes structures? Alors, très bonne question. La gestion de crise intéresse toutes les entreprises. Okay? Justement, la taille de l'entreprise va avoir de l'influence ou bien de l'impact sur la taille de la cellule. Okay? C'est-à-dire qu'une grande entreprise de plusieurs milliers d'employés peut avoir une cellule de crise d'une dizaine de personnes, de 7 personnes, etc. Mais peut-être une petite entreprise, c'est une cellule de 2 personnes, de 3 personnes. Donc, on va dimensionner comment on appelle, la structure de la cellule de crise par rapport à la taille et par rapport aux moyens financiers de l'entreprise. Mais ce qui est important à savoir, c'est que la crise touche aussi bien les petites entreprises que les grandes entreprises et la crise se développe par le même schéma, c'est-à-dire les 3 facteurs qui déclenchent la crise. Et les méthodes de gestion des crises sont des méthodes aussi classiques, mais qui doivent être adaptées à la taille de l'entreprise, à l'environnement, etc. Mais les principes ne changent pas. L'un des principes, c'est qu'il faut anticiper la crise. Et quand on est dans la gestion de la crise, il faut avoir le discernement nécessaire et réfléchir à comment sortir de la crise. Et après la crise, il faut tirer des leçons et faire le bilan de la crise. Ces étapes ne changent pas dans la gestion d'une crise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Mais le mode opératoire va être forcément impacté par la taille de l'entreprise et l'ampleur de la crise. Voilà, une crise sanitaire comme Covid n'a pas les mêmes conséquences qu'une autre crise. D'accord. Ok, c'est bien noté. Maintenant, quelles peuvent être les stratégies que vous pouvez proposer à mettre en place pour pouvoir aider les structures à éviter de tomber dans une autre crise? Alors, la grande question, est-ce qu'on peut éviter la crise? C'est la grande question. On peut se préparer à la crise, puisque la crise, c'est quelque chose de normal, de naturel. Donc, on peut se préparer. Voilà. Donc, en se préparant, on gère mieux les crises. Mais aussi, on peut désamorcer une crise. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, la crise, ça prend 3 étapes. Déjà, la première étape de convergence, si on trouve les solutions idoines, il n'y aura pas la phase de dérèglement. Donc, on peut désamorcer, d'où l'expression désamorcer une crise, c'est-à-dire empêcher que la crise prenne une certaine ampleur. Donc, les stratégies de gestion de crise vont être focalisées sur la proactivité et les outils, la qualité des outils de gestion de crise et l'analyse que les dirigeants font ou les parties prenantes font de cette crise. Comme je l'ai dit tantôt, les crises sont utiles parce qu'elles nous permettent d'apprendre et d'éviter de ne pas faire les mêmes erreurs. D'accord. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre dans la gestion de crise? Dans la gestion de crise, ce qu'il faut éviter dans la gestion de crise, on va dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut éviter dans la gestion de crise. Dans la gestion de crise, il ne faut pas se focaliser sur le court terme. C'est-à-dire la solution immédiate, facile, qui résout le problème aujourd'hui, mais qui ne résout pas le problème à long terme. Il ne faut pas se focaliser sur
seulement le court terme. Le court terme est important parce que c'est l'urgence. Maintenant, il faut avoir une réflexion à long terme dans la gestion de la crise. Ok. Dans la gestion de la crise aussi, il faut, comme je l'ai dit tantôt, il faut éviter de culpabiliser. C'est-à-dire, il faut agir sur les instruments, la situation pour pouvoir trouver une solution. En temps de crise, le profil des dirigeants de l'entreprise comment on appelle, est déterminant. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans une crise, généralement, ceux qui prennent le premier coup, c'est les dirigeants. Quand il y a une crise dans un secteur, dans une entreprise, on change les dirigeants. Okay? Et c'est courant, et la presse peut en attester. Dans le choix des gestionnaires de cette crise, le profil est très important. Si jamais on rate, comme on l'a dit, le coaching, ça va amplifier la crise. Comme on le dit, il ne faut jamais parier sur le mauvais cheval parce qu'il ne va pas gagner. Okay? Donc, dans le profilage de ce dirigeant ou de ces dirigeants, parce que ce n'est pas une seule personne, il faut tenir compte de leur expérience parce qu'une crise ne peut pas être gérée par un débutant. Il faut quelqu'un qui a un bagage intellectuel, une expérience avérée dans la gestion des crises qui peut prendre les rênes de la structure pour animer différemment. Okay? Et il faut éviter aussi, comment on appelle, dans le profil type des gestionnaires d'entreprises en crise, il faut éviter les cadres en fin de parcours. Parce qu'un cadre en fin de parcours, il n'a rien à prouver. Il cherche, on va dire, à réussir sa retraite. Bon, je dis les choses de manière, voilà. Il cherche à, comme on appelle, réussir sa retraite. Un cadre en fin de carrière ne va pas prendre des décisions pour faire des réformes. C'est connu en management. Il ne va pas faire de réformes. Un cadre en fin de carrière parce qu'il ne veut se froisser avec personne parce qu'il va à la retraite dans quelques années ou dans quelques mois. Donc, le profil est très important. Donc, il faut trouver des jeunes expérimentés, on va dire entre 40 et 55 ans, qui peuvent bien faire le boulot, etc. Et continuer d'avoir une vision long-termiste de la crise, c'est-à-dire se focaliser sur le long terme. Qu'est-ce qui nous permet de sortir définitivement du problème? C'est comme une maladie. On peut calmer la douleur, mais quand la cause n'est pas, on ne s'attaque pas à la cause, la douleur va revenir. Donc, c'est des choses à éviter. Dans la communication aussi, si on n'est pas expert de la communication ou on ne s'entoure pas d'experts, la communication peut amplifier la crise. Comme une bonne communication peut atténuer une crise et peut être source de, comme on appelle, de cohésion. Et un élément important, c'est justement la cohésion. En matière de crise, on a besoin de la cohésion de tous les acteurs. D'accord. Et malheureusement, dans la crise, il y a beaucoup de pôles de décision. Il faut coordonner la prise de décision. Il ne faut pas qu'il y ait antagonisme entre les pôles de décision. Il doit y avoir un seul pôle de décision et les autres peuvent être des contributeurs. Mais si on a plusieurs pôles de décision dans une crise, voilà, on va pas être efficace. D'accord. Merci beaucoup, M. Diakité. Nous allons passer maintenant à la question de la semaine. Ok, M. Diakité. La question de la semaine a été posée par un jeune entrepreneur qui a commencé il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas, peut-être que c'est une question à laquelle déjà vous avez répondu sûrement. Il pose la question de savoir, est-il possible d'éviter les crises dans une entreprise? Malgré tout ce que vous avez demandé, c'est-à-dire anticiper, tout ça. Malgré tout ça, est-ce qu'après tout ça, on peut éviter une crise dans une entreprise? Dans l'absolu, non. Parce que, comme je l'ai dit, les crises sont cycliques et les crises sont normales. Maintenant, ce qu'on peut faire, celui qui se prépare va atténuer les effets de la crise, peut désamorcer certaines crises, peut mieux gérer la crise qu'une entreprise, par rapport à une entreprise qui ne se serait pas préparée à la crise. Mais dans l'absolu, on ne peut pas éviter la crise. La crise, c'est un phénomène normal, naturel, et les crises, il y en aura. Il y en a eu, il y en aura toujours des crises. Donc, dans l'absolu, on va dire non, on n'échappe pas à la crise. Mais on peut se préparer pour
se mettre à l'abri de certaines crises, voilà, et atténuer les conséquences de la crise. Mais dans l'absolu, les crises sont normales. Et n'oubliez pas, les crises sont utiles. Ouais. On a besoin de crises. On a besoin de crises pour apprendre. Ah, d'accord, ok, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Diakité, d'avoir répondu à la question de M. Tangara Moussa. Nous allons passer maintenant à l'instant Malibara avec Aïssata Keïta. Tu vas bien? Oui, très ravi de vous rejoindre sur ce plateau. Ok, donc aujourd'hui, nous allons parler de quoi pour l'instant Malibara? Alors, aujourd'hui, comme instant Malibara, nous allons vous parler de comment réussir la candidature par email. La première des astuces, avoir une adresse appropriée. Il est conseillé d'avoir une adresse mail simple, le nom accompagné du prénom, etc. ou encore le prénom accompagné du nom, etc. Des adresses mail fantaisistes pourront être totalement ignorées et ou donner une mauvaise image au candidat. Si vous êtes en poste, évitez d'utiliser votre mail professionnel. Deuxième astuce pour le thème de la semaine, mettez l'objet de l'email. Un candidat doit retenir que les services RH reçoivent de nombreux mails par jour. Parmi ces nombreux mails qu'ils reçoivent quotidiennement, le recruteur doit se faire une idée de l'envoi de votre mail. L'objet de votre mail doit être clair et précis. Par exemple, candidature pour le poste 2 ou encore la réponse à votre poste numéro, etc. L'objet de l'email correspond à la raison qui vous pousse à envoyer votre mail. Troisième astuce pour le thème de la semaine, rédiger le corps de l'email. Il est déconseillé de transmettre un mail de candidature sans corps. Le message commence par interpeller sombrement le destinataire. Si l'on ne connaît pas son nom, on se contentera d'un simple monsieur ou madame. Le corps de votre mail doit être précis, ne doit pas comporter de fautes et doit donner l'envie au recruteur de découvrir votre candidature. Dernière astuce pour le thème de la semaine, ajoutez les pièces jointes. Comme tout dossier de candidature, il faut joindre le CV et ou la lettre de motivation ou tout autre document requis dans l'offre. Vous pouvez également renommer vos documents par vos noms et prénoms plus CV et le CV doit être envoyé en format PDF pour éviter les décalages au niveau des polices si vous devez postuler directement par mail. Notez bien, après avoir terminé votre mail, vous pouvez programmer l'envoi dans le paramètre de votre boîte mail ou encore privilégier les jours ou encore les horaires ouvrables pour transmettre votre mail. Ceci met fin à notre rubrique de la semaine. On se dit à la fois prochaine pour un autre thème Instant Malibara. Ok, merci beaucoup. Monsieur Diakité, Oui, je reviens vers vous. je suis là. Je crois qu'on a fait le tour de ce que c'est que la crise Tout à fait. et de tout le processus qu'il faut utiliser pour pouvoir mieux gérer la crise en entreprise. C'est ça. Donc, avant de clore l'émission, je ne sais pas si vous avez un mot de fin. Le mot de la fin, consiste à rappeler que les crises sont cycliques, que les crises sont utiles, qu'il faut apprendre des crises. Et rappelez aussi que dans une situation de crise, l'étape la plus difficile, c'est de reconnaître qu'on est en crise. Maintenant, dans la gestion de crise, ce qui est important, c'est la capacité de discernement. Quand on est en crise, il faut avoir une grande capacité de discernement et puis une grande capacité de vigilance. C'est-à-dire que les crises naissent souvent dans les recoins ignorés ou sous-estimés. C'est-à-dire qu'on sous-estime certains problèmes qui vont prendre de l'ampleur et vont devenir des crises. Et ça demande aussi une grande flexibilité intellectuelle. Voilà. Donc, ces éléments sont des éléments de base pour la gestion de la crise. Donc, à partir de ces éléments, vous avez déjà le porteur robot de ceux qui peuvent gérer la crise. Les personnes qui sont dotées d'une grande capacité de discernement, qui sont très vigilantes et qui sont flexibles. Parce que la rigidité ne rime pas avec gestion de la crise. Ouais. Si on est rigide, on ne peut pas gérer une crise. Donc, et l'autre élément, c'est que les entreprises doivent se préparer à avoir un plan de gestion de crise et mettre l'accent sur la formation et à commencer par les dirigeants. Parce que les situations de crise, ce n'est pas aisé à gérer. Donc, on ne peut mieux gérer les crises que lorsque on est préparé à gérer une crise. Bien noté, je pense que le message il est très bien passé pour nos téléspectateurs, aussi les structures qui nous suivent.
Merci à vous, M. Diakité, d'avoir répondu présent à ce numéro de Mag Emploi. C'est moi qui vous remercie. J'espère qu'on vous aura une autre fois. Avec plaisir. D'accord. Merci aussi à Issata d'avoir animé cette chronique d'Instant Malibara. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler d'un autre thème sur Instant Malibara, de l'Instant Malibara. Merci aussi à l'équipe technique qui nous permet de pouvoir faire cette émission. Nous vous rappelons que Mag Emploi, c'est une émission qui est préparée et présentée par l'équipe de Malibara. Merci à nos téléspectateurs. Surtout, n'oubliez pas de suivre Mag Emploi, c'est votre émission. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien. Mag Emploi.